information de l'événement, mais si vous vous promenez sur Eventbrite, vous allez le voir qui est en ligne pour vous inscrire. Donc, je laisse la place sans plus tarder à mon collègue Éric, puis je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de Jean-Sébastien. Bon, bien, bonjour tout le monde. Merci, Catherine. Oui, bon, le déroulement ne sera pas très compliqué. C'est certain que pour ne pas avoir la cacophonie, on a tous désactivé les micros. Mais si vous avez des questions, vous pouvez utiliser soit le chat, donc poser votre question directement, ou sinon lever la main, puis je vais pouvoir vous donner la parole. Il y a plusieurs périodes de questions de prévues, donc une assez générale à la fin. Les questions, je ne les lirai peut-être pas tout de suite. Comme j'ai dit, je vais peut-être attendre les petites pauses, puis Jean-Sébastien va pouvoir voir les questions directement et y répondre. Sinon, oui, la présentation va être disponible en format PDF après la conférence. Et l'enregistrement aussi va être disponible là, comme les autres. Donc, bonne présentation, puis à toi la parole, Jean-Sébastien. Merci, Eric. Donc, bonjour tout le monde. Comme Eric vient de dire, mon nom, c'est Jean-Sébastien Slavicic. Donc, je suis directeur service conseil ainsi que conseiller stratégique agile et formateur à CGI. Donc, ça, c'est le titre, mais je me définirais plus comme, je dirais, un coach d'équipe. Ce que je veux dire par le terme équipe, c'est vraiment dans un sens plutôt large du terme, c'est-à-dire que ce soit des équipes au niveau sportif, parce que oui, en plus de faire du coaching en entreprise, au niveau de l'agilité, je fais également du coaching sportif, c'est-à-dire au football américain. Ça fait près de 20 ans là, que je coach là-dedans. Ensuite, du coaching d'équipe, peut-être un peu plus dans mes belles années au début au niveau juste développement, maintenant et développement et du côté affaires. Coaching au niveau que ce soit des équipes de gestionnaires, des organisations, des équipes d'équipe. Bref, tout type d'équipe. Donc, je vais vraiment au sens terme du large. Puis, il y a une raison pourquoi, justement, je me définis comme ça, parce qu'il y a un point commun à chacun de ces niveaux-là. Je vous invite là par le chat, on a du temps ensemble ce soir, donc on peut peut-être voir si vous voyez le point commun, certains l'ont entendu tantôt, qui est commun à tous ces termes-là équipe, qu'on soit au niveau sportif, qu'on soit au niveau équipe, qu'on soit au niveau organisation, au niveau gestionnaire. Donc, je regarde voir rapidement. Pas de réponse. Donc, tout de suite, je vous dévoile le punch. Donc, c'est vraiment le côté humain. Donc, c'est vraiment ce qui vient me chercher. C'est-à-dire, j'aime beaucoup accompagner les gens pour essayer de bien comprendre l'humain, autant dans ses bons côtés que ses moins bons côtés, de voir un peu comment je peux l'aider à mettre des stratégies en place, comment que je peux l'accompagner, ces choses-là. Donc, c'est vraiment, vraiment ce qui vient me chercher, que j'aime beaucoup là, dans le travail de coach. Donc, aujourd'hui, on a quelques objectifs ensemble. Comme la présentation le dit, KPI versus KBI. KBI, peut-être KPI, vous êtes un petit peu plus familier avec le terme, donc les Key Performance Indicators, les indicateurs de performance clés, versus les KBI, qui sont les Key Behavior Indicators, donc les indicateurs de comportement clés. Donc, être à l'écoute du réel besoin des équipes pour les guider vers la vraie performance. On va regarder un petit peu aujourd'hui pour atteindre certains objectifs. Donc, avoir pleine conscience de ce qu'on cherche à atteindre avec nos indicateurs de performance. Démontrer qu'on doit atteindre efficacité et efficience collaborative avant d'atteindre des résultats de performance. Donc, tout de suite, je le mets d'entrée de jeu. Je ne suis pas contre les indicateurs de performance. Au contraire, je pense que c'est important, mais on va le voir un peu plus loin. C'est dans la manière qu'on les utilise aussi qui est très important. Et quand est-ce qu'on veut les utiliser aussi. Démontrer que si mal utilisés ou mal adaptés, les KPI, les indicateurs de performance peuvent devenir un frein à la motivation de vos joueurs. Puis, des fois, ça peut justement venir avoir un certain enjeu aussi au niveau de l'engagement. Puis, une fois que ces comportements-là sont mis en place, des fois, ça peut être difficile de dénouer d'où c'est que ça provient. Et finalement, comprendre que les indicateurs de performance, ça ne peut pas être générique. Il faut les adapter au type puis au niveau de nos équipes. Donc, c'est les 4 grands objectifs qu'on va couvrir ce soir tous ensemble pour regarder un petit peu plus en détail comment nos KBI peuvent nous aider à mettre en place l'implantation plus tard de nos KPI. J'aime bien la maxime qui dit, pour comprendre où c'est qu'on s'en va, il faut comprendre de l'où qu'on vient. Donc, je vais regarder avec vous, on va partir de vraiment tôt. On va regarder vraiment les origines. Donc, les modèles de gestion à l'époque étaient très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis tout de suite, j'en entends peut-être qui se disent, OK, comment que la gestion aujourd'hui, rendue en 2020, pourrait avoir encore des relents de ce qui se faisait dans l'époque, comme on peut voir sur l'image ici. À partir de là, je vous répliquerai en vous dirant, il y a des comportements que l'humain a encore aujourd'hui en 2020 qui datent des réflexes qu'il y avait il y a 100 000 ans. Donc, assurément qu'à partir d'aujourd'hui, de ce qui se passait au début des années 1900,
C'est des choses, disons à partir de 1870 ou la révolution industrielle, c'est des choses qui malheureusement, pour certains gestionnaires, certains coordonnateurs, sont encore dans ces réflexes-là. Donc, si on regarde un petit peu ensemble, puis tu sais, ici, c'est caricaturé parce que c'est sûr que veut pas, il y a eu de l'évolution. Donc, je pense pas qu'on applique vraiment ce qui se passait en 1870. Par contre, je pense que peut-être dans notre inconscient, dans nos modèles mentaux, il y a des choses, des fois, qui peuvent s'inspirer de ce qu'on a connu par le passé, puis qui se transfèrent, là, je dirais, de génération en génération de travailleurs. Donc, conditions de travail, bien sûr, quasi inexistantes. À partir de là, ici, au moins de ce côté-là, ça s'est beaucoup amélioré aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était vraiment, je dirais, un endroit pour travailler, puis ben, les conditions n'étaient pas vraiment mises de l'avant. Il n'y avait pas ou peu d'écoute des gestionnaires. Évidemment, la hiérarchie était très forte, donc à partir de là, les gens n'amenaient pas nécessairement leurs idées, puis même s'ils les avaient apportées, je vous dirais que l'écoute n'était pas vraiment là. Situation de crise économique, donc surtout particulièrement à la fin des années 20, début des années 30, particulièrement. Donc, le chômage est très élevé. On est en crise économique quasi mondiale, on pourrait dire. Ceux qui travaillent sont vraiment chanceux, pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que tous ensemble, ceux qu'on peut justement travailler en télétravail, on fait partie des chanceux. Si on regarde au niveau de la PCU, c'est plusieurs millions de Canadiens qui profitent de cette subvention-là du gouvernement pour les aider. Donc, je pense que si on travaille en ce moment, on est chanceux, mais à cette époque-là, c'était pas pour les mêmes raisons. Mais il était quand même chanceux de pouvoir travailler. La reconnaissance, il n'y en avait pas. Justement, je suis le gestionnaire, je suis le patron, je suis le management, nommons-le comme on veut. C'est moi qui décide, puis toi, ben, tu appliques les tâches tout simplement. Donc, la reconnaissance était nullement, j'allais dire nullement reconnue, mais c'est le cas de le dire. Donc, on ne reconnaissait pas les autres bons côtés. Puis même si on était performant, ben, c'était quasiment pris comme de l'acquis par les gestionnaires. Compétences basées uniquement sur la performance, donc on vient d'en parler, c'est quelque chose qui était acquis. On veut vraiment que les gens soient performants, puis s'ils ne sont pas performants, ben, comme on voyait, le chômage est élevé, ceux qui travaillent sont chanceux, donc pas de problème, on te met à la porte, puis il y en a plusieurs autres qui faisaient la file pour justement avoir leur boulot. Donc, c'est de là qu'on part. Puis toutes ces choses-là, ben, ça a plusieurs impacts au niveau du travail. Donc, à partir de là, les gens, ben, c'est vraiment, on se met en mode machinal, sans créativité. Parce que de toute façon, même si on a de la créativité, de l'innovation, si on l'amène, ben, deux possibilités. Soit que notre patron ne sera pas content qu'on ait pris initiative. Puis à partir de là, ben, on pourrait se faire congédier. Et encore pire, ben, peut-être que justement nos idées ne sont pas les mêmes que celui qui est en charge. Donc à partir de là, c'est encore pire, c'est la porte aussi. Donc, il y avait beaucoup de climat de peur qui entourait tout ça. Les gens, puis c'est pour ça que je fais des parallèles. On n'est pas si loin. Le filet de sécurité d'être capable vraiment de s'exprimer dans des rencontres, dépendamment de qui est autour de la table. Encore aujourd'hui, il y a des relents de ce qui se passait de ce moment-là à l'époque, quoique à cette époque-là, c'était beaucoup plus exagéré, disons ça comme ça. Le droit à l'erreur qu'en agilité, on amène souvent, hein, le fail fast, learn fast. Comme on dit, là, si on échoue rapidement, on est capable d'apprendre plus rapidement, de voir l'erreur comme un droit pour pouvoir justement faire des essais puis s'améliorer. À cette époque-là, aucunement disponible. La motivation, ben, c'était vraiment juste de rapporter un salaire. Donc, à partir de là, j'ai des enfants à nourrir, j'ai une famille à nourrir, j'ai des besoins essentiels, disons, à fournir à ma famille. Donc, c'était pas mal la seule motivation que les gens avaient. L'engagement, ben, justement, dans un climat de peur, très difficile de mettre de la responsabilisation et de l'engagement. Puis, ben, le leadership du plancher, il n'en avait pas. Tout partait de la tour de Babel en haut et on donnait les instructions et on s'attendait à ce que le travail soit fait et s'il n'était pas fait comme on voulait. Mais à partir de là, il y avait des réprimandes qui étaient mises. Fait que finalement, ben, tout ça ensemble, l'impact majeur, c'est que toute l'innovation était refoulée. Puis, ben, heureusement, il y a certains pionniers qui nous ont permis de sortir de ça, mais encore aujourd'hui, il y a certains relents. Puis quand je parle, ben, c'est ça, des relents qu'on voit ici. C'est sûr que les indicateurs de performance mal utilisés peuvent justement découler de ces origines-là et de ces impacts-là. Ça m'amène une question que j'aimerais ça vous poser. Ici, ben, vous pouvez répondre par le chat, que ce soit vous en tant que gestionnaire ou tout simplement dans vos organisations. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les métriques de performance? Donc, je vous laisse peut-être quelques minutes, quelques secondes, voire une minute là, pour répondre à ceci.
Good. Fait quelques oui. On a ici un non ici. Puis, tu sais, ceux qui c'est non, soyez pas surpris. Beaucoup d'organisations que je suis passé pour accompagner, c'était pas nécessairement quelque chose qui était mis à l'avant-plan, là, je vous le confirme. Bientôt, quelques-uns, oui. Excellent. Fait que ça ici, ben, ces métriques de performance-là, maintenant, j'aimerais ça vous poser la question suivante. Donc, on passe à, disons, le point B de la question. Qui les utilise dans un but d'amélioration continue et non dans un but de contrôle? On a un oui ici. Oui, totalement. Les deux, amélioration. Moitié-moitié, oui. Oups, ça va vite, so-so, les deux, les parties prenantes des processus, amélioration, non, c'est du contrôle. Fait que vous voyez, c'est très partagé. C'est pas dans toutes les organisations, malheureusement, que les indicateurs de performance sont utilisés à bon escient. Puis, à partir de là, ben, selon moi, les indicateurs de performance clés devraient être utilisés au service des joueurs et non et de des objectifs d'affaires et non l'inverse. C'est-à-dire que vos joueurs sont au service de vos métriques. Les KPI, un peu comme pour que ce soit un marathonien, quelqu'un qui fait du sprint, c'est-à-dire de OK, je vais me mesurer pour être capable de m'améliorer. La même chose avec un lanceur de javelot, un lanceur de lancer du disque, peu importe. On le voit souvent quand on va se mesurer. Puis les gens, c'est normal de se mesurer pour être capable de s'améliorer. Alors qu'en entreprise, mais souvent, cette mesure-là, on voit plus que c'est une reddition pour s'assurer justement d'être capable de se padder au niveau hiérarchique, d'être capable de monter les informations jusqu'à dans le haut de la tour pour être capable de dire, ben, chez nous, voyez-vous, on est à notre affaire, puis on avance bien. Donc, à partir de là, c'est là que justement, les indicateurs ne sont pas utilisés à bon escient. On devrait plutôt utiliser ces indicateurs de performance-là pour être capable de dire, ben, OK, je les mets au service de mes joueurs, de mes objectifs d'affaires, puis moi, en tant que gestionnaire, comment que je peux me mettre en posture de servant leader pour être capable de lire ces indicateurs-là et de voir ce que mes équipes ont besoin pour maximiser leur performance. Donc, c'est une notion un petit peu différente que de l'utiliser pour justement de dire, ben, OK, j'ai du contrôle, je vois que mon monde travaille, je vois si on est performant ou on ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on veut connaître essentiellement avec les indicateurs de performance? Ben, si on part à partir de l'époque, ben, ce qu'on voulait surtout reconnaître, c'était, ben, OK, est-ce qu'on va avoir un bon retour sur notre investissement, le ROI qu'on connaît? Est-ce que justement, il y a des progrès qui sont réalisés? Est-ce qu'on est aligné sur les prévisions? Bien important, hein? On se fait un plan de 3 à 5 ans, puis on pense que le plan va tenir jusqu'au bout. Donc, on est-tu aligné là-dessus? Est-ce qu'on peut justement justifier les dépenses qu'on fait, justifier les ajustements? Donc, on voulait s'aligner sur nos prévisions. Les compétences de nos équipes, parce que j'ai des bonnes équipes. Puis tout le monde sait qu'il ne suffit pas de rassembler une gang de champions pour être capable justement d'avoir une équipe qui est performante. Bref, on voulait juste savoir dans l'ensemble, est-ce qu'on est performant? Puis ça m'amène à la deuxième question pour vous, c'est-à-dire, pour vous, c'est quoi une équipe performante? Peut-être en 2-3 mots, si vous êtes capable dans le chat là, de nous dire un peu pour vous, c'est quoi une équipe performante? Souvent, prédictible, complètement, complémentarité des forces, mobilité, compétences, heureuse, elle atteint ses engagements, qui réagit bien au changement, une équipe qui livre des fonctionnalités de qualité rapidement, collaboration, écoute, qui sont soudés, qui ont le même but d'une communication, collaboration efficace, est efficient, efficace. Donc, je vois plusieurs choses ici, en effet, qui font bien du sens. Puis à partir de là, ben, je vois beaucoup de choses aussi qui sont génériques. Donc, à partir de là, je vous poserai une deuxième question, encore un petit point B à la question 1, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut exiger la même performance à toutes nos équipes? Non, ici un oui. Un autre non, un autre non. Donc, la plupart, c'est ça, c'est non ici. Quelques-uns, ça dépend. Ici, un oui, dépendamment de la maturité, etc. Donc, comme vous voyez ici, généralement, on ne pense pas ici qu'on peut exiger la même performance de chacune de nos équipes. Et pourquoi? Ben parce que bien sûr, il y a plusieurs choses qui vont venir affecter la performance. Donc, ici, même, il y a quelqu'un à travers le chat qui nous en a parlé. Il y a les niveaux de maturité de nos équipes. Nos équipes, est-ce qu'elles sont matures? Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on parle de maturité? Ben, c'est-à-dire une équipe qui travaille ensemble depuis 2 mois versus une équipe qui travaille ensemble depuis 5 ans. Ben, à partir de là, il y a des différences. Puis moi, je fais souvent des parallèles avec le sport. Il y a des fois, un peu, on n'a pas besoin de regarder, puis on sait que notre coéquipier qui est là, puis on peut lui faire une passe à la palette. Ben, c'est la même chose un peu au niveau du travail.
On est capable justement de bien se relayer, de bien se comprendre, d'avoir une collaboration, avoir une chimie qui s'installe, même au niveau des équipes de travail. C'est ce qu'on parle ici quand on parle de maturité d'équipe. À ne pas confondre avec le niveau d'expérience. Donc, une équipe mature, ce n'est pas nécessairement avoir juste des seniors dans l'équipe, mais au contraire, aussi, le niveau d'expérience, ça aussi, ça peut venir avoir des enjeux sur la performance. C'est-à-dire que si on a des joueurs qui sont très juniors, puis on a des joueurs qui sont très seniors, je ne m'attends pas à ce qu'ils me livrent exactement la même chose. Même chose, on peut avoir deux personnes de seniorité égales, mais si un connaît bien tous les modèles d'affaires de l'entreprise versus un autre qui vient d'arriver, encore là, je m'attends à ce que l'autre va être capable de coacher l'autre pour le faire grandir puis augmenter au niveau de sa performance. Il y a les situations mentales et personnelles des joueurs dans l'équipe, parce que malheureusement, on essaie toujours de faire une distanciation entre le personnel et le professionnel. Souvent, vous avez probablement déjà entendu l'expression qui dit on laisse le travail à la maison, puis quand on vient, on est pour être plus présent avec nos familles et tout ça. Et l'inverse aussi est vrai. Mais malheureusement, l'être humain n'est pas fait comme une switch. Donc, on ne peut pas tout simplement dire toc bureau, toc maison. Puis je vous donne un exemple par rapport à ça concret. Exemple, vous en allez le matin, vous préparez pour aller au travail. Puis à partir de là, ben, la plus petite, elle est en train de faire ses dents. Puis elle n'a pas dormi de la nuit. Vous avez eu à vous lever 3-4 fois dans la nuit. Le matin, quand vous vous levez, vous arrivez avec la plus grande qui, elle, décide de tomber en crise et en pleurs parce qu'elle ne veut pas aller à la garderie cette journée-là. Donc, vous battez un petit peu, vous prenez les deux enfants, vous les accompagnez jusqu'à la garderie dans la voiture malgré tout parce que vous n'avez pas le choix. Vous devez aller travailler, ça vous fend le cœur, mais vous n'avez pas le choix vraiment. Vous la déposez à la garderie. Après ça, bien, vous embarquez dans votre voiture, vous avez pris un peu de retard, ce qui fait que vous tombez dans le trafic. Donc, vous arrivez, ça vous prend 5, 10, 15 minutes de plus pour vous rendre au bureau. Rendu au bureau, vous n'avez pas le temps de prendre votre café, vous rentrez dans la salle de réunion, vous vous asseyez. Versus l'inverse, la petite a fini de faire ses dents, elle a passé une nuit superbe, vous avez dormi un beau 7-8 heures, vous êtes en forme, vous vous réveillez. La plus grande a envie d'aller à la garderie parce que justement, il y a une super activité qu'elle a envie. Donc, vous la prenez, vous embarquez les enfants dans le véhicule, vous allez les porter, donner des beaux bisous, faites des beaux bye-bye, vous rembarquez dans le véhicule, vous arrivez dans les temps parce que pour une raison X, il y avait moins de trafic. Vous avez le temps de saluer quelques collègues, allez vous faire un café, vous prenez connaissance de vos dossiers et vous asseyez dans la salle de réunion qui commence. Est-ce que vous croyez que votre situation mentale est au même endroit? Assurément pas. Donc, malheureusement, il y a des facteurs comme ça qui font que la situation mentale et personnelle va venir jouer, elle aussi, sur notre performance. Il y a le désir de dépassement des joueurs dans l'équipe. Donc, évidemment, plus qu'on a des joueurs qui sont motivés à se dépasser, puis c'est correct hein, aussi d'avoir le goût de dire, bon, OK, moi, je viens au travail, je fais mes choses de 8 à 5 ou peu importe les heures. Puis, tu sais, moi, le soir, je n'ai pas nécessairement le goût de prendre le temps de faire de la veille, que ce soit technologique ou encore de la veille sur le management. On parle ici des pratiques. Management 3.0, mais pas seulement le management 3.0 que plusieurs d'entre vous doivent connaître. Je parle vraiment des nouvelles façons de se développer des nouveaux réflexes en tant que gestionnaire ou de se mettre à jour au niveau des technologies, tout ça. On a des grosses journées, puis je comprends que c'est pas tout le monde qui va mettre ces efforts-là, mais justement, ça aussi, ça vient avoir des impacts au niveau de la performance. Donc, pour les joueurs, au niveau de la réalisation sur le plancher, mais également pour les managers, c'est-à-dire les gestionnaires, sur les nouvelles façons, comment accompagner puis développer ces nouveaux réflexes-là pour être capable justement d'être dans la bonne posture pour accompagner nos équipes. Il y a l'engagement de l'équipe. Donc, l'équipe aussi, bien, est-ce qu'elle a un plus qui les rallie pour s'engager justement à être performant pour l'entreprise, qu'il croit à la mission, qu'il croit à la vision de l'entreprise. Donc, toutes ces choses-là, au niveau de l'engagement, vont venir aussi affecter. Puis, je vous dirais qu'il y a plusieurs autres facteurs. Dans ces facteurs-là, bien, dans votre équipe, vous êtes comment? Est-ce que c'est une équipe qui est collaborative, qui partage l'information? Les récompenses, est-ce que c'est juste des récompenses extrinsèques ou bien on a des récompenses intrinsèques aussi? À partir de là, est-ce que tout est évalué en fonction des individus ou il y a des évaluations de groupe? Bref, toutes ces choses-là au niveau de la collaboration en général dans l'équipe. Il y a plusieurs contraintes, que ce soit des contraintes au niveau des outils, des contraintes au niveau de l'environnement, peu importe. Il y en a plusieurs autres également. Les capacités, donc capacité dans l'équipe à absorber soit du nouveau travail, capacité au niveau de l'analyse, et toutes ces choses-là viennent affecter l'environnement de travail qu'on venait de parler un petit peu là, et au niveau des contraintes, ainsi que des niveaux de confiance envers l'équipe de la part de la gestion.
Parce que si, souvent, vous avez probablement entendu le terme micromanagement, si on est vraiment accentué à savoir, ben OK, est-ce qu'on a réalisé vraiment juste quel petit point, quel data, plutôt de regarder ça dans une vision qui est systémique, de l'ensemble, de dire, ben OK, on a la valeur qui est livrée, on a ce que vraiment un client satisfait, on est vraiment directement sur nos objectifs, on a une bonne gestion de nos risques, plutôt que de dire, ben OK, est-ce que ce tel petit point-là a été fait? Ben ça aussi, ça va venir avoir un impact sur la motivation qui, plus tard, va avoir un impact sur la performance des joueurs. En plus d'avoir ici des niveaux comme ça qui viennent affecter la performance, on a également aussi le fait que la performance, c'est un concept qui est très subjectif. Quand on le voyait ici dans le clavardage, plusieurs d'entre vous nous disaient, ben OK, assurément pas, on ne peut pas assurer la même performance que j'ai vu passer, d'autres non, exactement. Puis en plus de tout ça, ben, c'est très subjectif parce qu'on l'évalue selon les niveaux qui soient opérationnels. On est aussi au niveau des tactiques, au niveau stratégique et au niveau portefeuille. Mais en plus de tout ça, il y a des facteurs qui viennent l'influencer, comme les facteurs techniques, c'est-à-dire c'est quoi les aptitudes de mes joueurs? Est-ce que les joueurs ont les bons joueurs à la bonne place? Est-ce qu'ils ont les capacités techniques? Est-ce qu'ils ont les méthodes, les outils que ça leur prend pour justement réaliser leur travail? Souvent, je fais le parallèle, donnant un exemple, un médecin. J'ai beau lui donner n'importe quel scalpel qui n'est pas coupant ou tout simplement pas de scalpel, il ne sera pas capable de réaliser son opération. Donc, c'est la même chose pour que ce soit n'importe quel type d'emploi dans l'entreprise. S'il n'y a pas les bons outils et les bonnes méthodes pour être capable d'être performant, ça va avoir aussi un impact. Après, à partir de là aussi, il y a les facteurs qui sont tactiques. Donc, la capacité d'analyse des joueurs, mettre en place des stratégies, avoir une bonne capacité de gestion également. Il y a tous les facteurs mentaux. On en a jasé un petit peu tantôt par rapport excusez-moi l'anglicisme, j'ai pas d'autres mots, le mindset. Mais il y a aussi la confiance en soi, la confiance des joueurs, la confiance, moi, en tant que gestionnaire, aussi avec mes équipes. Est-ce que j'ai confiance, moi, en moi, pour la façon que, justement, j'amène et puis développe mes nouveaux réflexes pour être capable, justement, d'amener mon équipe ailleurs? Est-ce que je suis confiant que je suis capable de réaliser ça? Est-ce que je suis capable d'avoir la confiance que mon équipe est en plein contrôle? Et si elle ne l'est pas, comment je fais pour l'aider? Il y a aussi la motivation des joueurs, l'engagement, le dépassement, la maîtrise émotionnelle, bien sûr, qu'on parlait tantôt. Et finalement, bien, les facteurs sociaux, situation professionnelle, situation personnelle et familiale. Sur un plus long terme, quelqu'un qui est dans un divorce, c'est sûr qu'il va avoir des choses plus difficiles au niveau de sa performance. Donc, c'est toutes des choses, l'environnement de travail, c'est toutes des choses qu'il faut rester à l'affût, d'être près de nos joueurs. Puis là, je fais une petite parenthèse rapide. On n'est pas des psychologues pour les gestionnaires, mais l'important, c'est pas de savoir de régler la problématique ou régler plutôt avoir de l'empathie envers ces personnes-là, puis de justement les guider vers les bonnes choses, mais d'être au courant que présentement, peut-être que cette personne-là, elle file moins bien, moins bon coton, disons ça comme ça, puis est capable justement d'être compréhensif, puis d'être capable d'être à son écoute, puis peut-être si on est capable d'alléger pour l'aider, ou bref, il y a toutes sortes de mécanismes que vous pourriez vous-même trouver. En plus d'être subjectif pour les niveaux et les facteurs qu'on vient de voir ici, il y a également les degrés d'implication. Donc, à partir de là, il y a l'employé lui-même. Donc, l'employé qui fait son auto-évaluation, malheureusement, l'humain, on n'est pas bien fait pour s'évaluer. C'est-à-dire que la plupart des gens vont soit se surestimer ou encore se sous-estimer. Donc, à partir de là, on n'a peut-être pas une réalité juste de notre propre performance. Puis ça, ben, ça a comme impact que justement, on va demander de dire, ben, OK, est-ce que nos équipiers pourraient nous aider à justement l'évaluation par les pairs, que vous avez peut-être déjà vu. À partir de là, ben, OK, oui, il n'y a pas de problème, mais encore là, la performance pour vous, la performance pour moi, la performance pour un collègue, c'est selon nos modèles mentaux, selon beaucoup le background d'où qu'on vient. Il y a des gens, comme on dit, qui sont très axés sur la performance, d'autres que pour eux autres, ben, il n'y a pas de problème. Puis, ceux qui sont plus axés, moins axés, je dirais, que les autres sur cette performance-là, vont dire qu'ils sont pointilleux, des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est pas nécessairement la même définition qu'on a tous de performance. Au niveau de la gestion, ben, la performance pour eux, ben, c'est sûr que ça va être en fonction aussi des objectifs qu'ils ont à atteindre. OK? À partir de là, tout gestionnaire a des comptes à rendre, disons ça comme ça, des objectifs à atteindre pour l'organisation. Donc, ça aussi, c'est sûr que ça va venir peut-être teinter notre vision de la performance. Puis, bien évidemment, les actionnaires qui, eux, ont en plus des enjeux financiers. Donc,
pour tout, peu importe le niveau aussi qu'on se retrouve dans l'organisation, chacun a ses propres concepts de la performance personnelle, mais également, il y a tous les concepts qui sont teintés par la posture qu'on a puis par qu'est-ce qu'on a à faire au niveau de l'organisation. Donc, ça aussi, ça vient venir teinter qu'est-ce que le concept de performance. Peut-être plusieurs d'entre vous connaissent Ron Jeffries. Moi, je les appelle les 17 papes de l'agilité. Donc, c'est eux qui ont pondu le manifeste agile, que vous connaissez sûrement pour la plupart. À partir de là, ben, Ron Jeffries disait une équipe qui est focusée seulement sur la vélocité et ne met pas son focus sur la valeur. J'aurais aimé n'avoir jamais inventé la vélocité. Bien, évidemment, ce n'est pas Ron Jeffries qui a inventé la vélocité, mais c'est un point pour dire tout simplement, bien, à partir de là, quand on met vraiment tout l'accent juste sur la simple vélocité, j'ai vu passer tantôt dans le chat, quand on parlait des indicateurs, bien, il y a des gens qui focusent simplement sur la vélocité. Et malheureusement, on ne peut pas comparer la vélocité entre les équipes. Donc, à partir de là, si on décide de comparer une équipe versus une autre, par rapport à la vélocité qu'elle livre, malheureusement, c'est des points d'effort, puis c'est très subjectif. Donc, à partir de là, c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour dire bien, une équipe qui livre moins de points versus une autre équipe qui en livre plus, que l'autre équipe est meilleure. Toutes ces choses-là ici, ça l'amène justement des impacts. Donc, moins de donnes, on va mettre beaucoup plus de temps à estimer. Donc, souvent, vous l'avez peut-être déjà vu, des équipes qui vont se mettre à s'estimer pour quelques points, que ce soit pour ceux qui connaissent un peu le mode Scrum, une 3 ou une 5, mais le 5 va être important parce que justement, on va augmenter peut-être un peu ce nombre de points-là. Puis ça l'amène le deuxième point que vous avez ici, les estimations de points d'effort qui sont plus élevés. On veut accumuler des points. Puis ça, j'ai une petite anecdote à vous partager. Il y a peut-être 7-8 ans de ça. Quand je commençais là, au niveau de l'accompagnement, j'accompagnais des équipes et un gestionnaire, entre autres, de ces équipes-là. Et le gestionnaire me disait, il y avait une équipe, je ne me souviens pas des points exacts, mais pour donner un exemple, une équipe, par exemple, avait une vélocité de 23 versus l'autre équipe qui avait une vélocité d'environ, disons, 35. Puis à partir de là, le gestionnaire me disait, je comprends pas, cette équipe-là, il devrait normalement livrer plus de points. Pourquoi que l'autre est ici, a plus dans les eaux de 30, puis l'autre a de la misère à passer le 25 points, etc. Puis j'avais beau expliquer ce que j'étais en train de vous dire à la diapo précédente. On peut pas comparer les équipes avec leurs points d'effort. C'est quelque chose de subjectif. Puis, à partir de là, ben, j'étais prêt à avoir la conversation au bon niveau. Donc, à un moment donné, dans un exercice de planning, j'ai tout simplement jasé avec l'équipe et parlé avec le Scrum Master pour dire, bien, sans doubler, augmentez tous vos points. Exemple, une 3 devient une 5 devient une 8 devient une 13, etc. Puis, à partir de là, quand on est arrivé à la revue suivante, mais évidemment, vous doutez bien du résultat. L'équipe avait surpassé l'autre équipe qui avait du 35. On était beaucoup dans des zones plus élevées de points. Et le gestionnaire est venu me vois en me disant, je te l'avais dit, vois-tu qui était capable de plus? Puis à partir de là, je lui ai posé la question. C'était peut-être un peu ambitieux de ma part, mais bref, comme geste, mais ça m'a permis d'avoir la bonne discussion. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu crois qui fait que l'équipe, elle est rendue à un niveau de points plus élevé comme celui-ci? Puis il m'avait dit, ben, je les ai pas lâchés, je les ai poussés à travailler plus fort, je leur ai demandé le genre de discours que peut-être que vous pouvez vous imaginer. Puis c'est là que j'ai fait découvrir le poteau rose, c'est-à-dire que j'avais tout simplement demandé à l'équipe d'augmenter le nombre de points d'effort par rapport à chacune des fonctionnalités qu'ils créaient. J'ai eu un regard peut-être un peu froid au début, mais je vous dirais qu'après 24 heures, avoir le temps justement de décider s'il me remplacerait comme coach ou s'il allait avoir la discussion avec moi, il a décidé de faire le choix d'avoir la bonne discussion. Puis je vous dirais que c'est quelqu'un que je côtoie de temps en temps encore. Puis vraiment, c'est ce qui m'a permis justement d'y faire changer sa vision par rapport au point d'effort, changer son mindset par rapport à l'agilité. Puis à partir de là, on a eu de la bonne discussion au bon niveau. Donc, des fois, il y a peut-être des gestes un petit peu comme ça qu'on peut dire un peu ambitieux pour dire, ben, OK, est-ce que ça va être la bonne chose, ça passe ou ça casse? Mais c'est ce qui nous a permis justement d'être capable d'arrêter que les équipes veulent seulement mettre beaucoup de points puis de focusser beaucoup plus sur la valeur. Puis dernier point ici, ben, des impacts. Vous l'avez probablement déjà vu aussi dans des organisations que vous êtes passés ou peut-être même dans vos organisations actuelles. On y va beaucoup sur la contingence. On a peur de se tromper. J'ai vu des organisations qui étaient de non seulement à 30, mais jusqu'à 50% de contingence. Plutôt que de regarder, OK, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les risques,
ben, on mettait de la contingence, puis là, on venait se padder. Il y a Colin Powell, ancien secrétaire d'État des États-Unis, qui disait « Moi, j'y vais selon la règle du 30-70. » Et depuis que j'ai entendu cette règle du 30-70, j'adore cette façon de penser-là. C'est-à-dire que en bas de 30 de l'information, les risques sont beaucoup trop gros pour que j'y aille. Je serais complètement fou de prendre une décision. Mais si j'ai plus que 70 de l'information, à partir de là, j'ai peut-être trop attendu, il est peut-être trop tard pour prendre ma décision just in time, comme on dit. Donc, entre le 30 et 70, c'est là justement qu'on est capable de faire une bonne gestion de nos risques puis s'assurer justement d'avoir toute la bonne information pour prendre la bonne décision juste à temps, mais pas d'attendre trop non plus puis de peut-être rater le bateau puis qu'un compétiteur va pouvoir passer en avant de nous. Donc, c'est vraiment cette règle-là maintenant sur laquelle que j'aime beaucoup me définir là, au niveau de la gestion de risque. Et plutôt que de dire, ben, OK, je vais mettre un pourcentage X de contingence, je vais plutôt regarder en fonction des risques et je vais m'ajuster. Je vais me baser sur l'amélioration continue pour faire mieux par la suite. On parle beaucoup de performance, de se dire, bon, OK, là maintenant, OK, c'est subjectif, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs facteurs qui viennent l'influencer, mais les équipes, on ne peut pas exiger la même performance pour tous. Donc, c'est quoi alors la performance? Qu'est-ce que la performance? Ici, comment mesure l'impact du travail à domicile, c'est lié aux objectifs, c'est grave. Excusez-moi, je lisais un petit peu vos commentaires parce que je n'ai pas le temps de les lire au fur et à mesure, mais je trouve ça super intéressant. Puis ça va un petit peu dans le sens de la définition qu'on a ici, pour amener à la définition qu'on a ici. Moi, j'ai fait quelques recherches, j'en ai discuté avec plusieurs collègues, j'en ai discuté aussi avec beaucoup de clients. Puis, je vous dirais que j'ai mélangé un petit peu à travers tout ça les définitions que je voyais à gauche, à droite. Et je suis arrivé à une définition que je pense qui tient quand même la route, que j'aimerais vous partager là, ensemble là, ce soir. Cette définition-là, je la définirais comme ceci. C'est-à-dire, c'est la situation optimale afin que les individus qui composent une équipe aient la possibilité de s'exprimer à 100% de leur capacité. C'est une grosse phrase, on la reprend tous ensemble. Situation optimale, donc vraiment au niveau que ce soit de l'environnement, des bons joueurs à la bonne place, afin que les individus qui composent une équipe, donc pas seulement nos champions, vraiment tout le monde, toute l'équipe au complet, donc situation optimale afin que les individus qui composent une équipe aient la possibilité de s'exprimer à 100% de leur capacité. Qu'est-ce que ça veut dire 100% de leur capacité? Ben, je fais un petit retour en arrière du début de notre présentation ce soir ensemble. Quand je vous disais qu'on ne peut pas exiger quelqu'un qui est un junior qui offre la même performance qu'un senior ou encore quelqu'un qui connaît bien les modèles d'affaires versus un autre joueur qui vient d'arriver dans l'entreprise. Ben, c'est exactement ça, de s'exprimer à 100% de leur capacité. Je m'attends à ce que 100% de la capacité pour mon joueur qui connaît l'entreprise, ça fait 20 ans qu'il est là, 20 ans qu'il est là, il y a 30 ans de métier dans le corps. Je m'attends beaucoup à une performance qui va être plus élevée au niveau du rendement de ce qu'il est capable de m'apporter versus quelqu'un qui est encore en apprentissage, que ce soit en apprentissage de son métier ou encore en apprentissage de toutes les règles d'affaires et tout ce que l'entreprise est. Donc, à partir de là, 100% de sa capacité n'est pas le même 100% que l'autre au niveau de la capacité, mais les deux sont à 100% de leur capacité. Et évidemment, grâce à l'intelligence émotionnelle, grâce aux outils qui s'améliorent, grâce à la pratique, bien, cette personne-là va être capable d'augmenter. Puis quand un jour va être rendu au même niveau que l'autre, bien, soit qu'elle va être aussi bonne ou encore meilleure. Souvent, quand on regarde de génération en génération, ben, il y a des choses qui sont découvertes, puis c'est normal, c'est ça l'évolution, que les autres ne pensaient pas ou n'avaient pas, puis qu'on est rendu dans le temps qu'ils sont capables d'avoir. Donc, situation optimale afin que les individus qui composent une équipe aient la possibilité de s'exprimer à 100% de leur capacité ensemble. J'ai Julien qui n'est pas d'accord avec toi. Là. Il dit oui, l'efficience et l'efficacité. Bon, sans offense, je suis en désaccord avec vous. Ça, c'est l'efficience. La performance, c'est être efficace et efficient. Ben, je suis d'accord, c'est un point de vue, mais par contre, moi, je trouve que c'est l'environnement qui permet justement d'atteindre cette performance-là. Donc, à partir de là, l'efficience et l'efficacité sont, selon moi, deux, disons ça, enfants, disons ça comme ça, de la performance qu'on n'a pas le choix d'atteindre si on veut être capable d'être performance. Donc, à partir de là, si on veut avoir des résultats, il faut donner la situation optimale à nos gens. Il faut donner la possibilité qu'ils soient capables de s'exprimer à 100%. Puis, il faut s'assurer aussi que, justement, ces individus-là, ils travaillent en équipe, développent une collaboration.
Si on n'a pas toutes ces choses-là, je ne pense pas qu'on soit capable d'atteindre des résultats de performance. Maintenant, au niveau de la performance, comment on fait pour l'atteindre, cette performance-là? Il y a des comportements, des attentes que vous devez avoir envers vos équipes. Donc, à partir de là, si on regarde ici ensemble, si je vous disais, bon, OK, que ça prend de la confiance entre les joueurs, ça prend de l'efficacité, de l'efficience dans les mécaniques de collaboration, ça prend de l'ouverture à se dire les vraies choses, la motivation, être responsable et engagé, puis là, on va atteindre des résultats performants. Je ne pense pas que je surprendrais personne ici, puis il n'y a pas personne qui tombe en bas de sa chaise quand il voit justement cet escalier-là pour se rendre vers un résultat performant. Je vous dirais que la vraie question pour moi, c'est beaucoup plus à savoir comment je fais pour mettre ces choses-là en place. Comment je fais pour que mon équipe, ils aient confiance en eux, qu'ils aient confiance en leur gestionnaire? Comment que je fais pour qu'il y ait un climat de collaboration, et etc. pour chacune des choses, c'est-à-dire d'avoir le filet de sécurité pour être capable de se dire les vraies choses et justement que ça vienne que pour le résultat qu'ils soient motivés et responsables et engagés. Je vous dirais donc que la question est beaucoup plus pour moi dans le comment on fait pour atteindre tous ces niveaux-là et être performant, plutôt que de dire, ben, OK, oui, il faut mettre de la confiance. Ben, soit je suis d'accord avec vous, mais la confiance, on fait comment? On fait comment pour mettre la confiance en place? On voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais travaillé avec, simplement dire fais-moi confiance, on s'en va dans telle direction. Ben, à partir de là, je ne suis pas convaincu que tout le monde est prêt à faire ça. Je vous mets tout de suite un premier arrêt stop. On va en avoir un deuxième un peu plus loin dans la présentation. Donc, à partir de là, cet arrêt stop-là, c'est de dire, ben, OK, avant de passer au niveau collectif, est-ce qu'on peut regarder, voir individuellement, c'est quoi le portrait de chacun de nos joueurs? Parce que pour être performant, il faut que nos joueurs clés, particulièrement, plus les autres joueurs dans l'équipe, aient justement tout ce que ça leur prend. Donc, le portrait ressemble-tu plus à ce qui est à gauche? C'est-à-dire que ben, les gens sont surchargés, sont démotivés, sont plus ou moins engagés parce qu'ils croient plus ou moins à la vision ou à la mission de l'équipe. Et même, je vous dirais que vous seriez surpris du nombre de gens que je pose la question ne sont même pas au courant des visions et missions de leur équipe. Donc, ou sinon, au contraire, puis je dis de l'équipe, mais même de l'organisation. Ou au contraire, de l'autre côté, comme la photo qui est à droite, c'est-à-dire qu'au contraire, on est engagé, on est motivé, on sait où qu'on s'en va, on connaît la mission, la vision de notre organisation, on sait c'est quoi, nous, qu'on apporte à l'organisation, on sait vers où qu'on s'en va. Ça l'amène que justement, quand on prend le temps de voir nos joueurs clés puis de voir comment notre monde en général se sent, bien, ça l'amène des portraits d'équipe qui, là, on peut passer à un deuxième niveau, au portrait plus collaboratif. Donc, c'est-à-dire que comme ici, la photo de gauche, est-ce qu'on a plusieurs personnes comme ça qui sont démoralisées et qui ne savent pas trop où c'est qu'on s'en va? Ou au contraire, on est bien aligné, toute l'équipe est là, une bonne posture pour collaborer, développer une chimie, avoir confiance en l'organisation, puis avoir surtout confiance en le rôle que l'organisation leur donne. Donc, si on est comme à gauche, bien, c'est sûr que peut-être qu'en tant que Scrum Master ou encore en tant que coach, vous avez déjà eu à le vivre, que vous êtes en train de regarder ici dans le bas avec votre chargé de projet, sur le projet que vous êtes, puis vous vous dites, bon, ben, j'espère qu'il va faire assez nuageux pour que, avant qu'on mette en place des systèmes de contrôle ou quoi que ce soit par la gestion qui est en haut ici, on soit capable justement de prendre le temps de faire un ménage dans tout ça. Donc, évidemment, c'est préférable d'être comme la situation de droite, mais probablement que vous avez déjà soit vécu ou avoir à travailler malheureusement dans des situations qui ressemblent plus au système de gauche. Côté Tuckman et Lencioni, Julien, je vais pouvoir continuer à discuter avec toi après. Je vois tes commentaires, mais je veux juste prendre le temps d'arriver à la période questions, juste pour continuer là, au niveau de la présentation. Tuckman et Lencioni, donc c'est deux modèles que pour arriver justement à garder des équipes comme la photo de droite plutôt que celle de gauche, c'est deux modèles que je préconise énormément, que j'aime beaucoup utiliser. Donc, on parle ici du modèle de Tuckman à gauche, donc l'efficacité relationnelle versus la performance des équipes. Donc, ceux qui ne connaissent pas le modèle, au début, on arrive, on est en mode, on forme l'équipe, donc on est en forming, ou que vraiment, ben, à partir de là, on veut c'est un peu, disons, la lune de miel. Donc, on est vraiment en train de regarder, de se dire « Ah, c'est le fun, ça, qui fait ça comme ça. » Puis,
des belles choses. Je découvre ça, on découvre des nouveaux collègues, on découvre un nouveau projet, des nouvelles technologies, même si on est chanceux, etc. Puis, c'est un environnement, je dirais, qui est relativement sur un paradis artificiel, qui tient sur le paradis artificiel. Mais à tout moment, pour certaines équipes, ça va être rapidement, d'autres, ça va prendre 6 mois. Puis pour tous les types d'équipes, un moment donné, on va tomber dans une phase de storming. Donc, à partir de là, on va se poser plus des questions. Ah, il fait ça comme ça. Au début, c'était drôle, là, mais maintenant, un peu comme dans un couple. Hein, au début, c'est bien beau. Ah, il fait ça, c'est donc bien mignon, mais ça finit que ça prend une tape sur les nerfs. Ben, c'est un peu la même chose dans les équipes. Au début, ça a l'air tout beau, tout le fun, mais là, on découvre des choses qu'on est peut-être moins à l'aise, des choses qu'on est peut-être moins d'accord. Ça devient plus difficile, là, je vous dirais, à ce niveau-là. Donc là, c'est là que justement, il faut être capable de sortir de cette phase de storming-là pour s'en aller vers le norming. Malheureusement, certaines équipes, particulièrement qui en est plus en mode projet qu'en mode produit, vont malheureusement terminer le projet dans cette phase-là. Ils ne réussiront jamais à atteindre le stade de performing. Ça ne veut pas dire que le projet ne sera pas livré. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir des retards, mais probablement que vous avez souvenir de des projets que, si vous étiez en mode conseil, que c'était le fun de pouvoir peut-être changer de mandat, ou encore vous avez tout simplement changé d'emploi si vous étiez là pour un employeur directement. Mais à partir de là, c'est encore là, comme ça prend plus ou moins de temps pour tomber dans la phase de storming, bien, selon les équipes, ça va prendre les organisations, ça va prendre un certain nombre de temps différent pour chacun pour passer de la phase de storming au norming. Norming, c'est quoi? C'est quand on vient d'établir nos règles d'équipe. On réussit à établir un peu qu'est-ce que ça prend pour nous pour justement s'assurer qu'on a du plaisir au travail, qu'on a du plaisir aussi à faire ce qu'on a à livrer à nos clients et ces choses-là. Puis, bien sûr, après ça, on va atteindre le stade de performing, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien, disons, aiguisé toutes ces pratiques, ces nouvelles pratiques-là, ces nouvelles façons de faire-là, développer la collaboration, la chimie, c'est là qu'on s'en va vers le stade de performing. De l'autre côté, à droite, c'est la pyramide de Lencioni. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui la connaissez. Juste un petit instant, j'ai un chat dans la gorge. Pardon, merci. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, mais selon Lencioni, on doit atteindre chacun des stades avant de pouvoir atteindre le stade suivant. Donc, à partir de là, on a la confiance à bâtir en premier lieu pour être capable d'avoir les saines confrontations. Donc, c'est quoi les saines confrontations? Puis c'est quoi la confiance? Bien, la confiance, c'est le fameux filet de sécurité qu'on entend souvent parler pour être capable, justement, de dire, bien, si j'amène tel point, si j'amène telle innovation, si j'amène tel commentaire, si j'amène telle critique, est-ce que, justement, je sens que j'ai ce filet de sécurité-là pour être capable d'avoir la conversation au bon niveau? Donc, souvent, probablement, vous avez déjà vu par votre passé, que ce soit, peu importe, au travail ou dans n'importe quoi, quelque chose que moi j'appelle l'éléphant dans la pièce, qu'on ne peut pas parler de ce sujet-là. Vous êtes en rétro, vous parlez de 12 sujets, mais ce sujet-là, tout le monde sait que c'est le point central des problématiques, mais on n'a pas le droit d'y parler. Un peu comme la religion, l'argent et la politique au Québec. On ne peut pas vraiment parler des trois sans que ça parte sur des conversations, puis même malheureusement, je suis certain qu'il y en a devant nous qui l'ont vécu. C'est-à-dire qu'à Noël, un vieux mononcle chaud, puis ça part des conversations, puis ça se met à dégénérer, puis tout le monde part fâché. C'est souvent des choses qu'on entend en légende, mais malheureusement, ça l'arrive. Mais c'est la même chose au niveau de cet éléphant-là dans la pièce. Il y a des choses qu'on dirait qui sont sacrées, qu'on ne peut pas parler. Les fameux, ça a toujours été comme ça ici, des choses comme ça. Donc, c'est là qu'on n'est pas capable d'avoir la saine confrontation, puis d'évoluer vers plus loin dans la pyramide. Une fois qu'on réussit à justement péter cet éléphant rose-là qui est dans le coin de la pièce, d'avoir les bonnes discussions, les bonnes conversations, s'assurer qu'on parle vraiment des vraies choses, des vraies problématiques, c'est là qu'on va découvrir un certain plus grand engagement, un engagement véritable de la part des gens dans l'équipe. Donc, on va s'en aller vers non seulement un engagement qui va nous amener à une responsabilisation mutuelle. Donc, on va vouloir que les gens performent, on va vouloir que justement avoir les bons outils, on va vouloir être capable de s'en aller dans la bonne direction, tout le monde ensemble. Puis s'il y a des joueurs qui, malheureusement, ne suivent pas le reste du troupeau pour X raisons, bien, je vous corrige tout de suite. Là, le but, c'est pas de le tasser ou de monter quelque chose, un dossier contre lui ou quoi que ce soit, mais c'est au contraire de le faire avec bienveillance puis de se dire comment je peux t'aider? Qu'est-ce qui ne te rejoint pas dans ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer justement ton engagement puis ta vision puis que tu aies autant le plaisir que tous nous on a ensemble? Donc, c'est beaucoup plus dans ce sens-là d'être empathique par rapport à ce qu'il vit. Parce que des fois, le changement, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc, des fois, ça peut être vraiment que tout va bien tout le tour, mais c'est juste tous les nouveaux changements qu'on amène. Ben, c'est pas tout le monde qui les absorbe à la même vitesse. C'est s'assurer justement qu'on est capable d'être bienveillant, empathique, puis d'aider cette personne-là à se joindre au groupe.
puis d'ajuster les choses pour qu'ils se retrouvent. Et c'est là qu'on amène des résultats d'équipe au niveau de la performance. Pour faire un parallèle avec nos KBI qui s'en viennent, j'aimerais ça prendre l'analogie d'un joueur de hockey. Donc, un joueur de hockey, ici, on est au Québec, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sport-là. Quand j'ai fait ma conférence, la même conférence à Gilto Paris, j'avais mis bien sûr un joueur de soccer pour être capable de m'adapter. Mais dans notre cas ici, même si vous ne suivez pas le hockey, probablement que vous avez déjà lu un journal, puis que vous savez que dans le milieu du journal, il y a les pages de statistiques qui nous permettent justement là, d'aller chercher tous les buts, les passes, les points qu'un joueur de hockey peut faire. Si on va dans les statistiques un peu plus évoluées, avancées, il y a même les chances de marquer, le temps de possession, le taux de passe réussi. Tout ça, je vous dirais que c'est ce qui est le haut de notre iceberg, qui est vraiment nos KPI. Donc, pour un joueur de hockey, c'est là qu'on est capable de déterminer est-ce qu'il est performant. Mais en arrière de tout ça, il y a ce qu'on verra où on s'en va, c'est-à-dire nos KBI. Il y a plein de choses qui ont dû être mises en avant-plan avant de penser à cette performance-là. Donc, dans le cas d'un joueur de hockey, c'est son attitude. Est-ce qu'il est assidu à l'entraînement? Est-ce qu'il fait juste s'asseoir sur son talent? Comment il voit justement son amélioration pour justement travailler pour être encore meilleur? Mais la collaboration, est-ce que, en bon vieux langage de hockey du Québec, c'est un mangeur de puck? Donc, ou au contraire, c'est quelqu'un qui collabore, qui met en évidence ses joueurs, va faire la bonne passe au bon endroit si son coéquipier est mieux placé que lui. La nutrition, parce qu'il faut mettre de l'énergie dans ce corps-là, justement, pour être capable d'être performant. Donc, est-ce que, justement, il fait les bons choix alimentaires, les bons sacrifices, les bons éléments pour, justement, avoir ce que ça lui prend? Est-ce qu'il y a de la discipline à l'entraînement, de la discipline au travail, la compréhension du système de jeu? Donc, toutes ces choses-là sont pour faire le parallèle avec ce qu'on arrive dans la section au niveau des indicateurs de comportement. Donc, ça, c'est un peu la partie qu'on ne voit pas en dessous du iceberg, c'est-à-dire que les statistiques, on les voit dans le journal, mais est-ce qu'on voit tout ce que l'athlète a fait en avant pour être capable d'arriver à avoir cette performance-là? Ben, c'est là que c'est toujours un petit peu oublié, puis peut-être plus difficile à mesurer, puis c'est pour ça qu'on le met peut-être moins en évidence. Avant de poursuivre, on ne peut pas avoir le son là, que moi j'ai ici dans mon ordinateur, donc j'aimerais ça vous partager. Je vais le mettre à l'instant dans le chat. C'est un petit lien vers une vidéo que vous voyez ici de Simon Sinek. Pour ceux qui connaissent Simon Sinek, c'est une sommité qui fait plusieurs conférences là, à travers la planète. Puis, ben, j'en dis pas plus long. Je vous laisserai, la vidéo dure 2 minutes 22. Donc, je vous laisse à peu près 3 minutes. Si je regarde ici, là, on est dans mon chronomètre. Je le pars ici en même temps pour vous, puis on se revient là, dans 3-4 minutes pour être capable justement de regarder puis discuter par rapport à cette vidéo-là. Donc, je vous laisse aller regarder là, le lien YouTube sur votre propre furteur pour avoir le bon son.
Donc, certains ici m'indiquent qu'ils ont terminé de voir la vidéo. Je viens de la finir de mon côté également. Puis j'en profiterai pendant que je regardais la vidéo ici pour répondre à Julien là, dans ton point. Je suis tout à fait d'accord avec toi que tu dis qu'on pourrait, attends un petit peu que je revienne ici, la chose à rouler, on pourrait se donner à 100% de notre capacité. Ça ne garantit pas qu'on va atteindre nos objectifs. Donc, on pourrait être performant sans atteindre nos objectifs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça ne veut pas dire que les objectifs qui ont été donnés sont réalistes, de un. De deux, ben, ça ne veut pas nécessairement dire que ces objectifs-là, on les a bâtis en équipe. Donc, à partir de là, c'est des objectifs. Est-ce qu'on veut se rendre là? Ou c'est des estimés d'objectifs? Est-ce qu'on sait que notre équipe est capable de se rendre là? Est-ce que je leur donne ce que ça leur prend? Fait que dans les circonstances, dans l'environnement qui sont, je suis tout à fait d'accord avec vous, Julien, potentiellement, ils pourraient être 100% de ce qu'ils sont capables de donner en tant que performance, mais jamais atteindre les objectifs. On pourra en parler un petit peu plus loin, mais il n'y a pas beaucoup de temps pour arrêter, fait que je voulais au moins prendre le temps de vous répondre, comme je vous disais, que j'y reviendrai. Donc, ici, au niveau de la performance, vous en pensez quoi ici de versus la confiance? Donc, à partir de là, comme M. Sinek dit, il y a beaucoup de choses, des métriques qui nous permettent de déterminer la performance, mais on n'a à peu près rien pour venir mesurer cette confiance puis cette collaboration-là que ça prend entre les joueurs. Donc, c'est là que justement, j'ai eu l'idée pour les indicateurs clés de comportement. Bon, quand j'ai écrit cette présentation-là en 2017, pour la présenter la première fois en 2018 ou 2019, là, je suis mêlé dans mes années, mais peu importe, l'année passée, c'était 2019. C'est ça. Quand j'ai fini de l'écrire à la fin des années 2017 pour la présenter en 2018 et jusqu'à maintenant. Donc, c'est les indicateurs clés de comportement, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, si vous tapez KBI dans Google, vous allez avoir certaines choses qui vont apparaître, mais à cette époque-là, il n'y avait rien. À tel point qu'au début, avec notre anglais, j'avais appelé ça les KCI, les comportamental. Mais pour après ça, me revenir me dire non, c'est pas comportamental, c'est behavior, le bon terme. Donc, à partir de là, il n'y avait vraiment rien qui se trouvait là. Puis, ben, je trouve ça intéressant que de plus en plus la communauté s'adresse à des termes comme celui-ci, parce que justement, c'est autant important de mettre ça à la base comme indicateur avant de penser de mettre des indicateurs de performance. Donc, voici des exemples de comportements que vous pouvez mesurer. Par exemple, l'amélioration continue. C'est quoi l'efficacité de vos rétros? Donc, à partir de là, vous avez probablement tous déjà vu ou entendu parler de des équipes qui ont des rétros, mais finalement, les gens, à chaque fois que c'est l'heure de la rétro, ça se lève quasiment avec un soupir de dire, bon, j'ai passé 1h30, 2 heures alors que les dossiers s'empilent, j'ai pas vraiment le temps d'aller participer à ça. Puis là, ben, c'est pas nécessairement l'attitude que ça prend pour aller faire une belle rétro. Puis je peux pas les blâmer. Combien de fois que vous avez pu voir encore là ou participer ou entendre par rapport à des rétros où c'est qu'on s'en va là, c'est ce que j'appelle moi le mur des lamentations. Il n'y a pas vraiment de plan solide qui sort de plan d'action qui sort solide de là. Il n'y a rien de concret. Puis s'il y a un plan d'action, ben on a passé le sprint ou le cycle en Kanban à même pas y jeter un coup d'œil. Donc, à partir de là, c'est sûr que ça devient difficile de se motiver à aller participer à cet exercice d'amélioration continue-là. Donc, en tant que gestionnaire ou en tant que chef d'équipe ou Scrum Master ou peu importe, on peut se poser la question, c'est quoi l'efficacité de nos rétros? Comment on peut justement mesurer pour voir si nos rétros sont efficaces? Il y a l'écoute et l'empathie. Donc, s'intéresser aux autres, avoir de la rétroaction qui est bidirectionnelle. Parce qu'en tant que gestionnaire, on est habitué de donner, je vous dirais, des feedbacks à nos équipes, mais est-ce qu'on accepte que les équipes nous reviennent avec des feedbacks eux aussi? Donc, à partir de là, dans nos façons de faire, est-ce qu'on accepterait, par exemple, de se dire, ben, ce bout-là, boss, disons ça en guillemets, monsieur le boss, monsieur le patron, je trouve que vous êtes plus en mode micromanagement. Je trouve pas nécessairement que ça demande une certaine confiance. J'aimerais ça bâtir, peut-être avoir une discussion avec vous pour être capable justement de voir qu'est-ce qui me rejoindrait puis comment je pourrais rejoindre vos attentes en même temps. Puis ça, ces points-là, je les aime peut-être un peu moins. Est-ce qu'on permettrait à nos équipes de se donner ça comme commentaire en tant que gestionnaire? Je pose la question, puis la poser, c'est d'y répondre. Je ne crois pas que tout le monde est rendu là dans son niveau de maturité, de nouveaux réflexes de gestion pour être capable de proposer des choses comme ça. Puis je fais exprès, je les mets très caricatural, c'est-à-dire de passer d'un point à l'autre pour qu'on voit vraiment la différence entre un manager 1.0 versus un 3.0, voire même aujourd'hui 4.0. Au niveau de l'entraide, donc, offre d'aide dans les moments opportuns. Est-ce que mon équipe, c'est vraiment des silos ou au contraire, les gens se tirent vers le haut pour être capable justement de performer ou au contraire, on vient niveler vers le bas? Donc, à partir de là aussi, est-ce qu'on est capable de mesurer l'entraide au niveau de nos équipes? Au niveau du partage et de la collaboration, est-ce que nos joueurs travaillent en équipe, comme on vient de dire les silos? Est-ce qu'il y a des ateliers de travail?
Beaucoup, souvent, quand j'arrive en coaching des endroits, des organisations, on établit un petit peu les cadences, que ce soit au niveau Kanban ou encore toutes les cérémonies au niveau de Scrum. Puis à partir de là, ben, les gens se disent, ben là, on est toujours en rencontre, on est toujours en réunion. C'est pas nécessairement des rencontres ou des réunions. Il faut changer notre façon de voir les choses, puis plutôt de parler d'ateliers de travail d'équipe. C'est ce qu'on va faire justement pour se décoller de l'écorce, voir un peu plus la forêt, et être capable de placer la collaboration, l'amélioration et les partages en avant-plan. C'est comme le partage des connaissances. Est-ce que les joueurs ils partagent leurs connaissances, voire même les repas et la vie personnelle? Puis souvent, les gens vont me dire, ben, en quoi que ça va faire que je vais être meilleur comme organisation ou comme équipe si mes gens partagent le fait à savoir que Roberto, peu importe, je dis un nom au hasard, Roberto aime ça aller jouer au soccer le samedi avec ses enfants, puis que Lucie, elle aime ça prendre un bon petit verre de vin relax avec son chum le samedi soir, on écoute un film. Ben, à partir de là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'émission Brain Games, mais en français, N'ajustez pas votre cerveau, mais qui est une émission qui ont fait des tests pour savoir un petit peu comment qu'on va justement venir être en aide, aller en aide vers quelqu'un. Et à partir de là, ils ont fait les tests. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, puis qu'à la limite pourrait même avoir l'air délabré, juste pour augmenter le test, de leur côté, ils ont fait délabré versus pas délabré. Mais ça démontrait malheureusement qu'on va aller donner de l'aide à peu près 1 à 2 fois maximum sur 10 à une personne qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne sait pas vraiment qui elle est, ou qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ou on n'a pas vraiment de partage commun ensemble. Juste le fait de connaître un peu cette personne-là, ça a doublé les chiffres. On allait même jusqu'à 4 fois sur 10 d'être capable d'aller voir est-ce que ça va, de poser des questions, d'avoir la conversation. Et quand c'est quelqu'un qui est plus qu'une connaissance, mais que ce soit un ami proche ou quelqu'un de la famille, 9 fois, voire à 10 fois sur 10, on va aller aider cette personne. Mais c'est un peu dans cette optique-là, quand que je parle de savoir, ben, OK, les gens prennent-tu le temps de dîner ensemble, d'avoir des rires, de partager des éléments de leur vie personnelle. C'est toute cette chose-là qui va s'implanter dans vos équipes et dans vos organisations, dans le subconscient, dans l'inconscient, par la neuroplasticité. Donc ça, ici, c'est dans ce sens-là, plus que de savoir que ben, l'autre a un chien, puis ben, OK, tant mieux, tu as un chien. C'est vraiment pour développer des choses, des comportements qui, par après, vont avoir avoir un impact sur la vie d'équipe, puis le partage, que ce soit de connaissances ou encore d'aide. Le nombre d'activités communes en dehors du travail, je suis d'accord avec vous, c'est pas d'avoir une table à ping-pong dans votre organisation ou une table de billard qui va venir faire que l'équipe va être meilleure. Mais par contre, ça va permettre justement peut-être d'avoir le temps de décompresser. Ça va permettre peut-être de faire du team building à l'extérieur pour justement développer des relations, des connexions qu'on ne penserait même pas avoir alors qu'on est juste focusé dans un mode travail. Il y a qu'est-ce qui rallie votre équipe ensemble? Est-ce qu'on a des objectifs communs ou si tout simplement les gens ils viennent travailler pour travailler? Donc, à partir de là, ben moi, il faut que j'aille bâtir ça, il faut que j'aille faire le travail qu'on me demande. Puis ça, combien d'équipes Scrum que pour les Scrum Masters, les coachs présents que vous avez vus, qu'il n'y avait pas d'objectif de sprint? Souvent, les gens, on essaye de leur implanter, de dire, OK, il faut mettre des objectifs à votre sprint, puis ben, mon objectif, c'est de réaliser les cartes sur lesquelles je me suis engagé. Ça prend quelque chose de plus que ça pour développer une vraie culture de partage et de collaboration. Au niveau de la reconnaissance, est-ce qu'on est capable de mesurer le niveau de reconnaissance des autres, des côtés intéressants des autres? Donc, pas juste de reconnaître quand il y a un bon coup, mais de reconnaître en général qu'est-ce que la personne est pour l'équipe, puis qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Mesurer le plaisir, mesurer le nombre de rires. Mesurer le nombre de rires, encore là, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai déjà eu la discussion avec un Scrum Master, que c'est lui qui m'a amené ça, puis depuis ce temps-là, je trouve son idée excellente. C'est-à-dire qu'il me disait, moi, je mesure le nombre de rires dans mon équipe. J'ai demandé, pourquoi tu mesures le nombre de rires dans l'équipe? Il m'a expliqué, il m'a dit, sur un sprint, par exemple, si on est en mode Scrum, parce qu'avec quand je jasais avec lui, on était dans une équipe en mode Scrum, il me dit, quand on est au planning, ou quand on vient de finir la revue rétro, puis qu'on sort juste avant le planning, ou pendant tout ça, il dit, le monde rit, le monde est relax, le monde, je vois qu'ils prennent le plaisir à faire ce qu'ils font et tout ça, puis il y a bien du fun là, dans l'équipe et tout ça. Puis il dit, plus qu'on arrive à la fin, quand on arrive à la fin vers qu'il reste 1 ou 2 journées pour livrer notre engagement, ben, je constatais qu'il y avait beaucoup moins de rire dans l'air, que les gens étaient plus stressés, ils voulaient répondre à l'engagement, il y avait des objectifs qu'ils voulaient atteindre, etc. Fait qu'il dit, moi, je me suis servi ça comme de 2 benchmarks. C'est quoi le nombre de rires quand l'équipe a beaucoup de plaisir versus quand on est en mode très stressé? Puis il dit, à partir de là, dans n'importe quel endroit dans le sprint, quand je voyais que je me rapprochais du nombre de rires qui était plus de mon équipe, d'un stress ou quelque chose qui accroche,
Ben, il dit, je prenais le temps de m'arrêter avec l'équipe après une mêlée et de dire, OK, gang, qu'est-ce qui se passe? Et il dit 9 fois sur 10, 8 à 9 fois sur 10, il y avait quelque chose qui me sortait. Ben là, on n'a pas tel enjeu, on a besoin, puis là, on n'est pas capable de. Fait il était exactement capable d'évaluer à quel moment l'équipe avait besoin justement d'un support versus quand ça allait bien, puis il pouvait la laisser, puis pas freiner le train. Donc, depuis que j'ai entendu ça, le nombre de rires, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant à mesurer. D'autres, ici, on avait des exemples de comportements, puis maintenant, ici, bien, des exemples d'indicateurs pour vous aider à mesurer ces comportements-là. Donc, on a l'amélioration continue, la fréquence des rétros. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment facile. Est-ce que nos équipes, justement, ont des rétros régulières? Si, par exemple, notre Scrum Master décide de prendre un sans-sol pour aller faire un tour du monde, puis il part 3 mois, quand il revient, est-ce que les rétros sont arrêtés? Est-ce que les gens font les rétros pour s'approprier leur propre amélioration continue? Ou au contraire, les rétros sont faits juste pour satisfaire le Scrum Master? La rétro appartient pas au Scrum Master, elle appartient à l'équipe. Il faut elle-même qu'elle prenne en charge sa rétro pour être capable justement de mettre l'amélioration continue en premier plan et de garder une cadence régulière dans cette fréquence-là. Le nombre d'items d'amélioration continue fermés, on en parlait tantôt. Les plans d'action, est-ce qu'ils sont créés tout simplement, puis on ne les regarde pas du sprint ou du cycle en Kanban? Ou au contraire, on prend le temps de se réserver du temps, puis ils font partie des cartes qu'on a réalisées dans notre tableau pour s'assurer justement qu'on va les prendre en charge. Puis à partir de là, bien, le nombre qu'on a de fermés, justement, est-ce que c'est des rétros qui sont sans fond? Ou au contraire, on prend le temps de s'y attarder puis on clenche les items qu'on a à réaliser. Il y a l'outil Office Vibe, que ici, ce n'est pas une publicité, mais que GSoft a développé, qui est un outil très intéressant. Moi, j'ai utilisé la version gratuite, là, puis je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour mesurer le pouls dans vos équipes. Donc, à ce niveau-là, je vous le recommande fortement aussi. Écoute et empathie, fréquence à laquelle on reçoit du feedback et de la rétroaction. Donc, ça aussi, on est capable de mesurer le nombre de fois, justement, dans l'équipe. Un Scrum Master peut le faire, un gestionnaire peut même le faire, c'est-à-dire de voir, bien, justement, les joueurs dans l'équipe, quand ils viennent me voir, est-ce que, justement, j'ai une bonne écoute active avec eux? Est-ce que je suis empathique à leur situation? Ou au contraire, comme on dit souvent, vous êtes toujours les bienvenus dans mon bureau, mais j'y suis jamais. Donc, à partir de là aussi, ça aussi, on peut le mesurer. Le nombre de moments et d'habitudes de connexion dans l'équipe, des moments donc on prend pour s'arrêter, être capable justement de prendre le pouls de comment que les gens sont, est-ce qu'on prend le temps d'arrêter de dîner, est-ce qu'on prend le temps de faire des activités, est-ce qu'on prend le temps juste même de jaser 5 minutes à la machine à café. Au niveau de l'entraide, les dons d'initiatives de co-développement. Est-ce que le co-développement, ça existe chez vous? Bien, chacun des développeurs fait ses choses, puis il n'y a jamais quelque part qui peut venir partager ses idées, aller questionner sur des sujets. Les cohortes de gestionnaires, des communautés de pratique. Donc, est-ce qu'ils sont vivantes chez vous ou ça prend un coach ou un Scrum Master pour les faire vivre? Est-ce que les gens s'approprient leur propre groupe de collaboration? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait justement utiliser comme indicateur, des exemples d'indicateurs de comportement. Au niveau du partage et de la collaboration, donc, il y a des outils de gestion visuelle, donc que ce soit les tableaux Kanban qui poussent pour des équipes Scrum ou des équipes Kanban même, que ce soit des tableaux de parking, que ce soit des tableaux pour faire du blocker clustering, donc être capable de venir vraiment aller tuer les bloquants dans l'œuf, comme on dit. Les cartes de reconnaissance du management 3.0, les cartes Kudo. Ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement pour être capable de donner notre reconnaissance. Donc, est-ce que dans notre équipe, nous, il y en a des cartes Kudo qui circulent? C'est-à-dire, c'est quoi cette reconnaissance-là? Bien, ça peut être pour m'avoir aidé sur un problème technique X, pour m'avoir aidé à monter un dossier d'affaires, mais ça peut être aussi simple aussi que merci, ton attitude m'a redonné le sourire aujourd'hui. Donc, ça, est-ce que ça fonctionne, les cartes Kudo chez vous? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous avez une culture qui serait propice à mettre ça en place? Et il y a les deux pour mesurer le plaisir, le Photometer et le Nico Calendar. Nico Calendar, que vous connaissez peut-être, qui est quand même relativement populaire. Donc, c'est chacun à chaque jour de dire un peu comment que chacun se sent. Tantôt, quand je vous donnais l'exemple des gens, justement, qui s'en vont au travail dans la situation que tout est stressé, puis on arrive en retard à notre réunion, qu'on n'a pas le temps vraiment de se libérer l'espace de la tête, versus l'autre, qui est lui tout assez bien passé, ben c'est un petit peu un calendrier comme ça qui nous permet justement de dire comment je me sens aujourd'hui. Puis si tout le monde est en rouge majoritairement, on peut-tu prendre un petit 5-10 minutes justement pour évacuer ce surplus de tension-là ou de justement juste prendre le temps de se changer les idées. Il y a plusieurs outils comme ça qui existent pour vous aider et le Nico Calendar vous permet de le mesurer. Il y a le Phonometer qui est un peu comme le Nico Calendar, mais plus généraliste dans l'équipe. Donc, à partir de là, ben, l'équipe se sent comment en général?
Est-ce qu'on est vraiment comme ici dans le petit dessin où on est plus wouhou? Ben, c'est ça, on est coup-ci, coup-ça aujourd'hui. On a peut-être les idées plus ailleurs pour X raisons, quoi que ce soit. On est surloadé, quoi que ce soit. Puis ça, ben, ça nous permet justement, non seulement ensemble en tant qu'équipe puis aux gestionnaires, de voir comment l'équipe se sent, mais c'est aussi un très bel indicateur pour les gens qui vous amènent du travail. Si à un moment donné, on est dans le rouge puis on voit que les gens sont occupés à quelque chose, ben, peut-être qu'on va réévaluer l'urgence de notre besoin puis on ne va pas juste en rajouter sur la pile. Donc, ça aussi, c'est dans ce sens-là que ça permet aussi de venir aider. Donc, c'est plusieurs exemples d'indicateurs pour mesurer les comportements, les indicateurs comportement clés. J'aimerais ça ici, par le chat, vous entendre peut-être un petit peu de parler. Qu'est-ce qu'il y en a dans vos organisations? Est-ce qu'il y en a, pour vous, des choses que vous pouvez mesurer comme ça, que ce soit au niveau de mesurer le plaisir ou de mesurer justement la collaboration, l'efficacité de vos rétros, ces choses-là? Prendre peut-être un petit 30 secondes, une minute, juste pour voir avec vous dans le chat s'il y a des choses comme ça qui se font chez vous. Du Office Vibe. Ah, je vois ici qu'Office Vibe, c'est ça, quand même relativement connu. Sondage de bonheur, exact. Des mood boards, j'adore le mood board. Confinement, comment vois-tu les indicateurs de comportement? Je vous dirais que les indicateurs de comportement comme ça, présentement, en mode confiné, que je trouve que j'ai vu passer rapidement la question très bonne, là. Je vais prendre un petit 2 minutes pour y répondre. Je vous dirais que c'est beaucoup plus difficile, mais pas irréalisable. C'est-à-dire qu'il faut garder une connexion régulière avec nos joueurs, particulièrement si on est des managers. Donc, à partir de là, si on est gestionnaire, d'avoir des contacts réguliers à toutes les semaines avec nos gens, surtout avec des outils comme Teams aujourd'hui. C'est facile de passer, prendre 2 minutes. Salut, je veux voir comment va ton moral, comment ça va aujourd'hui, as-tu tout ce qu'il faut, etc. pour tout ça. Fait on peut quand même venir mesurer, de voir le bonheur, je dirais en général. Il y a les sondages que j'ai vu passer, qu'on peut envoyer aussi quand même d'une façon relativement régulière. Il y a les 5 à 7 aussi que vous pouvez faire pour justement venir mesurer le bonheur de vos gens. Quand on parle ici au niveau des outils comme, attendez un petit peu, ici il faut que je revienne pour cliquer. Quand on parle ici des indicateurs, comme on voyait ici, que ce soit l'Office Vibe de GSoft, ça s'installe pour les équipes à distance, mais également des plaisirs, mesurer le plaisir comme le Phonometer puis le Nico Calendar, c'est des choses que vous pouvez faire facilement virtuellement, de créer un fichier Excel, par exemple, pour le faire, tout simplement. Ça peut vous aider vraiment à venir mesurer tout ça. Les indices de bonheur à chaque 2 semaines, j'aime ça ici. Donc, on n'a rien de notre côté, rien ici. Donc, c'est toutes des choses, emoji board. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez prendre ici, des façons de faire que ici, plusieurs donnent des idées au niveau du chat pour être capable justement d'amener dans vos organisations. Puis peut-être même juste d'amener l'idée. Peut-être que l'idée est tout simplement pas là, tout simplement dans vos organisations, qu'on n'a même pas pensé à ça. Donc, c'est vraiment selon les cultures des entreprises. Certains, des fois, sont bien positionnés sur ça, mais pour certaines autres organisations, voire même des personnes dans l'organisation, c'est pas nécessairement des choses auxquelles ils croient ou qu'ils ont pensé tout simplement. Fait que gênez-vous pas pour retenir les idées que tout le monde popule ici. Je pense que non seulement vous allez pouvoir avoir les idées qui sont dans la présentation, que vous allez recevoir ou qui va être déposée plus tard sur le site d'Agile Québec, mais tout ce que vous indiquez dans le chat est également très vrai et très bon comme idée. Le deuxième petit arrêt, tantôt je vous en parlais, on a eu un arrêt, donc voici le deuxième arrêt. Nos indicateurs clés de comportement. Il ne faut pas oublier non seulement d'adapter nos indicateurs de performance, mais il ne faut pas oublier non plus d'adapter nos indicateurs de comportement. Parce que bien sûr, par rapport à ça, les métriques qui vont venir guider nos comportements, si on ne les ajuste pas, c'est là que justement, comme on disait tantôt pour les KPI, ça peut créer certaines insatisfactions, pas insatisfaction, mais des comportements qui sont peut-être difficiles après ça à déceler. On me semble que ça mine ça, le moral ou l'engagement des équipes. C'est quoi qui fait qu'on en est arrivé là? Puis de retourner en arrière pour voir tout ça, ça peut peut-être être plus difficile. Donc, n'hésitez pas non plus à ne pas nécessairement mettre dans vos organisations des indicateurs de comportement qui sont génériques, mais bien adaptés à vos équipes. Puis pour faire le parallèle de ça, j'aimerais ça vous présenter sur le modèle de Laloux. Peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec le modèle de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, donc qui est sur une échelle vraiment de rouge à opale. Donc, à partir de là, de dire, bon, OK, rouge, on est un petit peu plus dans l'impulsif, l'opale, l'inclusif. On va voir tantôt qu'est-ce qu'il y en a un petit peu plus. Mais pour vous donner un exemple ici, c'est que si on n'ajuste pas, bien, à partir de là, si on est dans une organisation qui est plus du type orange, donc que ce soit au niveau de notre culture, de notre gestion, les individus, les équipes qui la composent, puis qu'à
À partir de là, ben, on se dit, OK, on va essayer de se mettre des indicateurs pour les gens qui sont plus de type opale ou rouge ou ambre. Mais ça ne sera pas ajusté, puis les gens ne se retrouveront pas dedans. Et encore pire, si par exemple une équipe orange, ben, une organisation orange, puis on dit on veut évoluer à travers tout ça, on veut s'en aller plus vers un stade qui est vert, ben, à partir de là, on va ajuster justement comment changer la culture. Donc, beaucoup de transformations agiles ou de transformation organisationnelle agile vont justement aller dans l'objectif de s'en aller vers des types de comportements et de cultures qui sont plus vers le vert et le opale, puis beaucoup à l'opposé du rouge. Malheureusement, on s'en va vers là, puis s'il arrive des choses comme, par exemple, la COVID-19 actuellement, qui nous arrive là ici, qui vient un petit peu chambouler les habitudes, on n'a plus nécessairement les mêmes suivis, on voit plus nécessairement notre monde. Il y a beaucoup de choses qui c'est peut-être plus difficile au niveau à distance pour la confiance. Puis ça, je donne l'exemple de la COVID parce que c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Mais ce serait la même chose pour, par exemple, qui arrive, je ne sais pas, moi, on se fait voler 2 gros clients puis on tombe sur certains problèmes financiers qu'il faut faire des ajustements. Malheureusement, l'humain va avoir la réaction souvent soit de retourner dans ses vieux souliers, c'est-à-dire de dire, bon, OK, là, qu'est-ce que je connais, je m'en vais au niveau de... je retourne dans mes habitudes orange, disons ça comme ça. Dans son évolution, on est passé du vert au orange. Et dans certains cas, malheureusement, encore pire, on va s'en aller en arrière. Donc, on va vouloir avoir encore plus de contrôle parce que justement, on ne veut pas... Ce sentiment inconscient de perte de contrôle-là nous amène ailleurs, puis on veut être sûr justement de garder la tête en dehors de l'eau, disons ça comme ça. Donc, plutôt de continuer de dire, ben, c'est quoi mes saines habitudes que j'avais appris en changeant ma posture? Ben, malheureusement, soit que je continue à évoluer là, mais malheureusement, souvent, on a tendance soit à revenir ou même d'aller un petit peu plus en mode contrôle et micromanagement. Pour ceux qui connaissent un peu moins la loup, ben, c'est ici l'échelle, ici le rouge, on est basé sur vraiment une meute de loups. Donc, on est vraiment comme les gangs de rue, c'est-à-dire que c'est le chef qui exerce son pouvoir sans relâche. Souvent, la main, comme on dit, la main gauche, c'est pas ce que la main droite fait. À partir de là, c'est vraiment la division du travail parce qu'on veut justement garder cette autorité-là. On a beaucoup de réactivité. La peur, c'est vraiment le ciment de l'organisation. Donc, peu d'organisations sont encore comme ça aujourd'hui. C'est vraiment quand on parlait au début des organisations de l'époque, ça ressemblait plus à des choses comme ça ici. Donc, on parle vraiment des organisations qui sont adaptées pour des environnements qui sont chaotiques. Au niveau du ambre, on parle plus des organisations qui ressemblent peut-être plus à une armée. Donc, à partir de là, un rôle très défini là, au sein de la pyramide hiérarchique. Donc, c'est vraiment, on prend les décisions, puis on donne le travail vers le bas et les décisions sont prises vers le haut. Donc, autorité et contrôle qui est descendant. Donc, c'est des rôles qui sont très officiels. On ne passe pas par-dessus un pour aller parler à l'autre. Vraiment, il faut vraiment faire suivre la chaîne. Donc, à partir de là, le futur est la répétition du passé. On a eu beaucoup de succès dans le passé avec une façon de faire, puis on se base sur ces façons de faire-là pour poursuivre et garantir notre succès dans le futur. Des équipes et des organisations qui sont plus au niveau orange, on est vraiment plus sur le mécanique. Donc, à partir de là, on veut vraiment faire de la croissance, on veut du profit, battre les concurrents. Simon Sinek, qu'on a vu tantôt dans la petite vidéo, disait dans une de ses vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, disait quand je m'assois dans un taxi avec des gens de chez Apple, les gens vont me dire comment que Simon, je peux faire pour améliorer, peut-être que ce soit au niveau d'éducation, faciliter les choses pour mon utilisateur. Fait que, vraiment, il était dans le long game, comme Simon Sinek dit. Alors que quand il prenait un taxi avec les gens de chez Microsoft, il me dit que c'est un tout à fait autre mindset. On est beaucoup plus dans l'orange, c'est-à-dire comment je vais faire pour battre Apple. Donc, l'objectif n'était pas de faire grandir par rapport à comment on peut, justement, ceux qui connaissent le Golden Circle de Simon Sinek, on n'était pas du tout dans ce type de réflexion-là, mais on était plus comment je vais faire pour battre et écraser mon concurrent alors qu'on est dans un infinite game. C'est un petit peu paradoxal. Donc, à partir de là, les organisations oranges sont un petit peu comme Microsoft là. Puis pourquoi je vous parle de ça? Ben, c'est parce que je ne veux pas que vous voyez ça nécessairement négatif. Microsoft, qui est une très grosse compagnie dans le monde, ben, est beaucoup basée sur une mentalité orange. Puis à partir de là, à ce niveau-là. Donc, je ne dis pas qu'ils n'ont pas évolué avec le temps, mais ils ont fait leur succès en étant comme ça. Donc, l'innovation, c'est la solution pour rester en tête. Microsoft est passé champion dans l'art de prendre des choses qui existaient déjà et de les améliorer. Exemple, Windows en est un très bel exemple. Word sur WordPerfect est un autre exemple. Donc, c'est vraiment la réussite, l'innovation, la méritocratie. Donc, la fin justifie les moyens. Au niveau du vert famille, on parle ici, là, on s'en va beaucoup plus vers des équipes qu'on est de type agile.
Donc, je vous dirais que le nirvana, on veut s'en aller vers des équipes qui sont plus des organisations, puis des équipes qui sont plus au style Opal. Mais 80-90% des organisations vont rester à ce niveau-là. Donc, des bonnes relations, une bonne harmonie. On a justement ces sentiments de sécurité qui sont là pour le filet de sécurité qu'on parlait tantôt. On n'aime pas vraiment le conflit d'autorité. On sait qu'il y a une pyramide hiérarchique à faire, mais c'est pas grave. Si, par exemple, j'ai une bonne communication avec mon gestionnaire de deuxième palier, ben même si je passe le premier, j'aurai pas une scène. Il va être capable de communiquer et l'autre va lui redonner l'information et peut-être que c'est l'autre qui va venir m'accompagner sur le plancher pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut. Donc, cette hiérarchie-là est là, mais on n'est pas dans un but d'autoritaire, on est plus en mode autonomiser nos équipes, se concerter puis s'assurer que les gens sont sécures puis qu'ils ont envie justement de participer à la mission et la vision de l'entreprise. Donc, on est vraiment sur l'écoute et l'entraide qui sont mis à l'avant-plan. L'Opal, ben, je vous disais, comme je disais, c'est le nirvana. Donc, les idées opposées deviennent quasiment nos alliés. On est vraiment en mode confiance. On est sur l'intégrité et la liberté. Très inclusif. L'auto-organisation complète. Vraiment, là, ici, on est vraiment un petit peu sur les liberating structures. On est vraiment sur toutes ces choses-là qui vont de l'avant, de dire, bon, OK, comment que mes gens peuvent se responsabiliser, tout ça. Donc, c'est des organisations, il y en a quelques-unes. Google, je pense, en fait partie de ceux-là. Apple également. C'est des organisations qui sont adaptées aux environnements complexes, un peu comme l'agilité. C'est vers là qu'on est le plus performant là, au niveau de Scrum et tout ça. Donc, c'est vraiment des environnements qui sont faits et adaptés pour des organisations de ce type-là. Au niveau de la qualité et de la quantité, ben, souvent les gens me disent, OK, est-ce qu'on m'axe plus dans ce cas-là sur la qualité ou la quantité? Je vous dirais de mettre la focus sur la qualité. Pourquoi sur la qualité plutôt que sur la quantité? C'est parce que inévitablement, si vous faites de la performance, vous mettez de la qualité dans ce que vous faites, tranquillement, les gens vont s'améliorer, que ce soit comme on parlait tantôt par le QE, le quotient émotionnel de vos équipes, l'amélioration de la collaboration, les outils, le partage, la collaboration. Plus que vous allez mettre tout ça en place, plus que vous allez développer des nouveaux réflexes, faciliter le travail de vos équipes et inévitablement, vous allez vous en aller vers la quantité. Donc, vous mettez vraiment la qualité, que ce soit dans vos KPI pour mesurer ou que dans vos KBI. Assurez-vous de dire les vraies choses. OK, on ne veut pas avoir quelque chose qui ressemble à cette photo-là. C'est une de mes préférées d'ailleurs, je la trouve parfaite. C'est de voir ici, ben OK, du côté du plancher. Le feu est pogné, c'est de gauche à droite, c'est difficile, c'est pas évident. On a par-dessus la tête, mais quand on regarde au loin, les gestionnaires ont l'impression que c'est juste un petit feu de camp qui est là, qui fait juste fumer un petit peu. Puis je vous explique le pourquoi. Je donne un exemple parce que c'est public. Sur le site du secrétariat du Trésor, par exemple, 97% de leurs projets lesquels qui ont approuvé, donc 97% de ces projets-là sont dans le vert. C'est absolument impossible. Mais pourquoi que c'est là? Est-ce qu'ils nous mentent? Non, ils ne nous mentent pas. Ils mettent l'information qu'ils reçoivent. Et comment qu'ils font pour recevoir cette information-là? Je vous explique. Moi, j'appelle ça verdir du rouge. Donc, on est sur le plancher. Comme je vous disais, le feu est pogné. Mais là, à partir de là, le chargé de projet veut quand même s'assurer que ça paraisse bien, fait qu'il met un petit peu plus de vert. Il donne ça à son chef d'équipe. Puis lui, à partir de là, le chef d'équipe, lui aussi, oh, OK, ça brasse pas mal. Ça, je vais mettre un petit peu de vert, moi aussi, juste un petit peu que ça paraîtra pas. Puis à partir de là, ben, lui, il donne ça à son chef de service, qui lui fait la même chose, qui donne à son directeur. Et son directeur qui fait la même chose donne à son directeur principal. Et le directeur principal qui donne ça à son vice-président. Son vice-président qui donne ça à son vice-président exécutif, qui lui donne au PDG, qui lui fait son rapport au Conseil du Trésor, par exemple, pour l'exemple qu'on donnait ici. Bien, quand on a monté tout ça, c'était juste un petit peu de verre. C'est pareil comme notre vin. On met un petit peu d'eau dans le vin, ça paraît pas, notre vin, il est bon. Mais après ça, quand on arrive plus loin, quand que tout le monde a rajouté un peu d'eau, ben, on finit qu'on a une bouteille d'eau. Mais c'est la même chose. Donc, quand il reçoit les indicateurs, le secrétariat du Trésor, il ne peut pas commencer à les fouiller jusqu'au plancher, qu'est-ce qu'il y en a. Il y a vraiment la réalité qui lui est présentée. Donc, c'est les données qu'il redonne au public. Donc, à partir de là, ce que je vous dirais, plutôt gardez la confiance, assurez-vous que vos joueurs vous donnent la bonne chose, les bonnes informations, et à partir de là, on va être capable de mettre l'accent sur les vraies choses. Donc, pensez à mettre vos KPI en place. Une fois que cette confiance-là va être placée, mettez vos KPI. Et une fois que vos KPI vont être mis en place, assurez-vous de les utiliser à bon escient, c'est-à-dire au service de votre équipe et de vos objectifs d'affaires et non l'inverse. Parce que pour travailler ensemble, il ne faut pas oublier, ça demande du travail. Ce n'est pas des choses comme on parle ce soir qui vont s'installer du jour au lendemain dans vos organisations.
Il faut prendre le temps de le placer, il faut prendre le temps d'échanger, il faut prendre le temps de faire nos ajustements. Donc, des transformations comme celle-là culturelles, ça peut prendre voire des années. Plusieurs mois, puis assurément peut-être des années. Puis assurez-vous que ce travail-là ne sera jamais perdu. Pourquoi? Parce que, la bonne vieille citation du bon vieux docteur Peter Drucker, la culture va toujours manger vos stratégies pour le déjeuner. Si vous mettez, que ce soit les meilleures stratégies que vous pouvez penser, si vous faites fi de votre culture, vous ne serez pas capable de mettre à l'avant-plan, si votre stratégie fait fi de votre culture, vous ne serez pas capable de justement les mettre en place. Parce que la culture va toujours revenir de l'avant. Si c'est une culture de peur, vous avez beau avoir les meilleures stratégies, les meilleurs indicateurs, jamais vous aurez les vraies choses devant vous. Fait que maintenant, c'est là le choix qui vous revient à vous de dire, OK, moi, en tant que gestionnaire ou en tant que champion dans mon équipe, en tant que leader, est-ce que je veux me mettre en posture vraiment que c'est moi qui prends les coups puis j'essaie justement que tout va bien ou plutôt que de bien décrypter? Assurément, votre équipe va ressembler au bouquet de fleurs qu'on voit ici à gauche. Et si au contraire, vous êtes le phare de vos équipes, vous êtes basé sur la confiance, vous êtes basé sur la valeur d'affaires que vous livrez à vos clients, il y a beaucoup plus de chances que si vous mettez toutes les bonnes choses en place et que vous avez cette ouverture-là, que l'alignement va ressembler beaucoup plus à ce bouquet-là qu'on voit ici, à notre gauche. En gros, ce qu'on retient, c'est que les métriques, il faut les mettre dans un but d'amélioration continue. Que ce soit nos KPI, que ce soit nos KBI. Les KPI sont au service de nos joueurs et de nos objectifs d'affaires, pas l'inverse, comme on vient de le dire, puis qu'on en avait parlé au début de la présentation. L'efficacité et l'efficience collaborative en premier lieu, c'est-à-dire que ici, cette efficience et cette efficacité-là, si on n'est pas dans un mode collaboratif puis qu'on ne vient pas bâtir ces KPI-là, très peu de chances que nos KPI peuvent nous servir plus tard. Plusieurs facteurs peuvent affecter la performance. On l'a vu, il y a des niveaux, il y a des facteurs. La performance elle-même est subjective. Mal adaptés, vos KPI, ainsi que vos KBI, même on pourrait dire, vont être un frein et pourraient générer des comportements non souhaitables. Vos métriques, ils ne peuvent pas être génériques, il faut les adapter. Parce que, évidemment, comme on le voyait tantôt, si vous avez une équipe qui est plus au niveau orange, puis vous essayez de mettre des indicateurs qui sont pour une équipe opale ou verte, ou l'inverse pour une équipe rouge, vous ne vous retrouverez pas. Ce n'est pas les mêmes choses. D'ailleurs, je vous recommande le Moving Motivators de Jürgen Appelo pour du management 3.0 pour voir justement c'est quoi mes motivations versus les motivations de mon équipe puis comment je peux ajuster mes métriques en fonction de tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier la vraie performance en bout de ligne, c'est vraiment la valeur qu'on vient livrer à notre client. Donc, si pour notre client, on a atteint justement ce que lui avait espoir, puis qu'en arrière, on a du plaisir à tout réaliser, puis qu'on est bien coordonné, qu'il y a une belle chimie, il y a une belle collaboration, à partir de là, vous pouvez vous dire que vous allez avoir atteint ce que vous voulez, puis je peux vous garantir que vous allez avoir du plaisir au travail. Quelques petites références en finissant, avant quelques petites questions s'il y en a qui en ont. On a pris au cours de la période, mais des fois, s'il y en a qui en auraient encore ou qui voudraient discuter. Les références sont sur SAFE ici, les KPI qui sont recommandés à chaque niveau par SAFE. Lalou, vers le lien son site, sa présentation sur YouTube, qui est en français, donc intéressant, et le livre de Patrick Lencioni pour le modèle qu'on parlait tantôt. Je vous remercie tout le monde. Je n'ai pas eu le temps de lire les questions ici. Dans les organisations utilisant les KBI, les gestionnaires ont-ils généralement les coûts des franges ou impliquent-ils les ressources humaines afin de s'assurer que les KBI soient déontologiques? Je vous dirais que ça dépend vraiment des organisations. Vous pouvez avoir des organisations qui, justement, les RH se mettent le nez dans plusieurs dossiers où il y a des cas qui sont plus compliqués qu'on n'a pas le choix d'avoir les RH avec nous. Est-ce qu'on veut mettre des KBI qui sont vraiment à la hauteur de notre équipe? Ou on veut mettre des KBI qui sont plus générales à l'organisation. Si vous mettez en général à l'organisation, je vous recommande vraiment de mettre non seulement les RH, mais de mettre aussi la gestion du changement dans le contexte. Merci, bravo, merci beaucoup. Merci, très intéressant. Merci, c'est apprécié. Je remonte un peu. Indicateur melon d'eau, vert autour, mais rouge à l'intérieur. J'adore, Sébastien Rochette. Impulsif, c'est un loup autoritaire. OK, parfait. Les cafés virtuels, on en a parlé tantôt. Donc là, on remonte un peu plus à ce qu'on était tantôt. Je ne sais pas s'il y en a encore qui auraient des questions. Comme je dis, je vais les prendre. Merci, très intéressant. Un beau teaser pour lire et approfondir le sujet. Merci. J'ai bien apprécié, merci. C'est moi qui vous remercie merci à Agile Québec en premier de m'avoir donné la chance de participer à ça avec vous. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Puis je suis content que Agile Québec m'aviez permis. Mais je suis surtout content de pouvoir l'avoir fait
plus que juste aux panélistes. Ça prend des gens comme vous qui sont venus assister à la rencontre ce soir, avec le beau temps qu'il faisait de 5h30 à 7h, des belles heures pour prendre soit un petit apéritif ou de souper en famille sur le balcon. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir avec nous. Question, et la personnalité là-dedans? Ben, la personnalité, je vous dirais que c'est là qu'il faut s'ajuster en fonction de chacune des personnalités dans notre équipe. C'est là que je parlais tantôt, à peu près au milieu de la présentation, de dire, ben justement, c'est quoi qu'il y en est au niveau individuel. Que je sois capable justement de bien saisir chacun des gens dans mon équipe avant de passer d'essayer de saisir l'équipe en général. Donc, à partir de là, il y a peut-être des indicateurs qui peuvent nous amener pour mesurer chacun des gens. Mais moi, personnellement, dans mon accompagnement, je ne vais pas dans ce sens-là. Je préfère saisir chacun de ce qu'il y a de besoin, mais mesurer en équipe. C'est quoi le résultat final pour mesurer. Donc, j'aime beaucoup plus me baser sur le collectif que l'individuel pour ce qui est de la mesure. Question, ça c'est beau. Est-ce que l'enregistrement de cette session sera accessible? Éric ou Catherine, confirmez-moi, mais tantôt vous dites que ça allait être sur la chaîne YouTube de Agile Québec, si je ne me trompe pas. Oui, ça va être disponible. Excellent. Conseillez-vous plutôt de demander à l'équipe de définir ses propres KBI? Assurément qu'ils se définissent, mais en collaboration avec leur gestionnaire. Puis comme je vous disais tantôt, le petit questionnaire, le petit atelier Moving Motivators est très intéressant à faire peut-être en amont, parce que justement, ça vient définir c'est quoi les motivations de l'équipe versus les motivations de la direction de la gestion. Donc, à partir de là, ça permet d'avoir des belles discussions. Puis après ça, par la suite, d'être capable de mettre en place des KBI qui vont venir rechercher, que l'équipe va rechercher, et qui vont être aussi en parallèle avec ce que recherche la gestion chez vous. Conseillez-vous plutôt de demander, oui, c'est exactement la question ici. Introvertis, exactement. Les introvertis, ben, c'est toujours pas nécessairement facile. Qu'on parle de KBI ou on parle de quoi que ce soit, la collaboration. Les gens, bon, c'est ça, qui sont peut-être un petit peu moins facile pour eux, là, justement, d'être en groupe. Ben, c'est sûr qu'à partir de là, je vous dirais que la meilleure façon pour aborder les introvertis, c'est d'être empathique à leur cause. Donc, vraiment de savoir, de se mettre un peu dans leurs souliers, puis de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y en est, puis d'être capable de justement de s'ajuster dans notre style par rapport à ce type de personnalité-là. Moi, je suis quelqu'un qui est, je dirais, un petit peu bipolaire à ce niveau-là, dans le sens que dans certaines circonstances, je suis très extraverti. J'aime beaucoup comme là en jaser avec vous, j'aime beaucoup parler comme ça là, avec les gens, mais en même temps, des fois, j'ai mon côté introverti, comme j'appelle, d'être dans ma bulle. J'ai besoin, moi aussi, des fois, d'être vraiment à mes affaires. Donc, je pense que c'est capable, on a tous un petit côté que ce soit, on n'est pas 100% extraverti ou 100% introverti, mais c'est de regarder que justement, avec ce regard empathique-là aussi, qu'on peut se rejoindre à ce niveau-là. Chacun, peu importe lequel qu'on est un petit peu plus en pourcentage élevé. Conseillez-vous? Merci Jean-Sébastien. J'aurais un grand plaisir à discuter avec toi. Mes amitiés à ton père. Ça me fait plaisir, pas de problème, Agnès. Merci à toi. Au revoir. Donc, excellent. Fait que, un gros merci encore à tous. Éric, je te repasse la parole, à moins que je vois des questions qui réapparaissent, mais sinon, je te donne la parole pour le mot de la fin. Oui, ben, je te remercie beaucoup. C'est super intéressant. Fait que là, on va t'avoir sur vidéo. On a tout ça en enregistrement de ta performance. Excellent, merci. On va être en mesure de partager ça bientôt. Donc, on va tenir juste si vous n'êtes pas déjà abonné à l'infolette, abonnez-vous. On va vous tenir informé quand ça va être disponible, mais sinon, ça va être sur les réseaux sociaux, on va vous en aviser. On a une autre ici, comment mesurer les KBI dû aux différences culturelles. Ici, bien, assurément que ça aussi, de plus en plus avec Alva, c'est une réalité qui était plus à Montréal, mais je dirais qu'aujourd'hui, même au Québec, on a plusieurs cultures différentes. Ben, c'est justement ça. Si pour vous, il y a des choses que vous voulez, qui sont importantes pour vous parce que vous venez d'une culture qui est différente de la nôtre ici sur place, gênez-vous pas pour en faire part. Je pense que tout le monde, en tout cas, le monde au Québec, dans la région ici, de ce que les gens que je connais sont très ouverts justement à s'ajuster par rapport à ces cultures-là. Les nouvelles cultures qu'on est peut-être moins habitué de voir auparavant, mais de plus en plus, je pense que maintenant, la culture en général, que ce soit peu importe là, de quelle provenance que vous venez, moi-même avec mon nom Sladecek, que je ne viens pas d'ici à l'origine, mon père, c'est lui qui a émigré ici. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se faire confiance puis se dire les choses qui viennent nous rejoindre vraiment, puis pas se gêner à ce niveau-là. Donc, s'il y a des ajustements que vous voulez faire ou des choses qui viennent vous chercher, que ce soit au niveau culturel ou au niveau de votre personnalité, gênez-vous pas. Voilà. D'autres questions? Commentaires? Ben, excellent. Un gros merci tout le monde encore. Puis merci encore à Agile Québec de m'avoir permis de jaser avec tout le monde ce soir. Excellent. Merci tout le monde. Merci à toi, Jean-Sébastien. Merci, au plaisir. Bye bye. Bye bye.